Nous passâmes une grille. Derrière elle était une deuxième petite cour éclairée par 4 lampes électriques. L'ampoule et l'abat-jour en forme de chapeau anamite qui sont la lampe officielle de toutes les prisons de France. Au bout de cette cour, où déjà dans la nuit nous soupçonnions une architecture inaccoutumée, nous franchîmes une autre grille, puis descendîmes quelques marches, toujours éclairées par cette même lumière et, tout à coup, nous fûmes dans un jardin délicieux, carré, orné d'arbustes et d'une vasque, autour duquel courait un cloître aux colonnettes délicates. Un escalier sculpté dans le mur, et nous étions dans un couloir blanc, puis au greffe, où nous restâmes longtemps en désordre, avant qu'on nous retirât les chaînes. Nous sommes dans un espace assez particulier du château de Voiron, puisqu'on est dans le comble de l'aile Renaissance. Et on y a invité Nicolas d'Auban à y présenter une pièce sur laquelle nous sommes installés en ce moment. 15 janvier 1972, la mutinerie de la prison de Nancy, où on voit des détenus qui montent sur le toit, qui expriment une sorte de mal-être de vivre dans les années 70 dans les prisons. On organise 6 mois plus tard donc un procès, et quelques temps après ce procès, on retrouve les tapuscrits qui relatent un petit peu la conversation entre avocats, accusés, juge, etc. Et on se retrouve avec la proposition d'une pièce de théâtre au Théâtre du Soleil à Nancy. Et en fait, quand on recherche à nouveau des images sur le Théâtre du Soleil dans les années 70, on voit des danseurs, des acteurs qui s'expriment devant le public sur cette table. C'est que cette table a été construite pour rappeler celle qui a servi de scène pour le procès rejoué au Théâtre du Soleil du procès des 6 désignés comme responsables de la mutinerie de la prison de Nancy. Et moi je trouve que c'est excessivement intéressant d'avoir une même table qui sert à l'expression de monter dessus, de danser, de s'exprimer, de parler à autrui, et que cette même table est aussi servie à rejouer un des procès les plus importants de l'histoire carcérale française. Donc un dispositif, comme tu dis, d'émancipation, ou monter sur la table qui permet de s'affranchir en fait de quelques règles établies. Aussi un dispositif quasiment d'air de repos, de mise à l'écart, c'est-à-dire que lorsqu'on est autour de cette table, ces quelques lumières nous permettent simplement de se poser, de consulter les bouquins, d'être un petit peu à l'écart d'un flux. Ce qu'il faut rappeler quand même sur cette table, ce sont ces lumières qui sont alimentées par les batteries qui sont disposées au centre, qui ont été rechargées sur le site de l'abbaye de Fontevraud à l'aide de panneaux solaires. Une fois pleines, ces batteries sont amenées ici, branchées sur ce dispositif de ces 4 lampes qui viennent ceinturer la table, comme des miradors qui ceinturent cette aire de réflexion et de conversation. La lumière qui véritablement est diffusée, qui nous permet la production de la vidéo, la discussion qu'on est en train d'avoir ou la consultation des livres, c'est la lumière de l'abbaye de Fontevraud. Théâtre multiple d'évasion aussi, et de fantasmes d'évasion. On s'exprime véritablement et on produit une pensée sous une lumière intéressante, bienveillante, j'ai envie de dire, sous laquelle s'est déjà produit d'autres choses, dont ceci, et des choses beaucoup plus modestes et intimes. Faire cette pièce dans la cour du château était aussi pour moi la réalisation d'un fantasme absolu. Je découvre le château de Voiron en 2010, tout jeune diplômé depuis quelques semaines. Je viens faire ici quelques ateliers à la rencontre d'un jeune public et voilà, je découvre cette collection extraordinaire. J'ai toujours gardé en tête le château de Voiron, voilà, comme un véritable choc esthétique. C'est une sculpture qui est en béton et sucre, tout simplement pour rappeler le geste vain des résistants pendant la Seconde Guerre mondiale, qui consistait à balancer du sucre dans les bétonnières qui servait à la construction du mur de l'Atlantique. Et ce sucre, en fait, qui était voilà, une espèce d'élément vital, indispensable à la vie quotidienne et familiale, a été sacrifié pour tenter de fragiliser tous les bunkers. C'était plus une sorte de sabotage, on va dire, un peu insidieux, avec des petites fissures, etc.
Qu'est-ce qu'on a ici dans la cour du château? On a une forme qui rappelle un escalier hélicoïdal, donc quelque chose qui se rapproche de l'ordre de la chaîne ADN, du corps, quelque chose d'organique et de l'os aussi, fragilisé par un virus, fragilisé par un élément extérieur qui vient comme ça montrer un corps fragile, un objet fragile. En fait, nous avons 3 dessins qui sont disposés dans le château. 2 dessins qui sont faits à partir de limailles de fer aimantées. Donc on a un support de papier magnétique qui est travaillé au cutter, peinture, etc., etc. Et ensuite, sur lequel je viens disposer de la poudre de fer qui est donc retenue comme ça contre son support, mais qui, je le précise, n'est pas collé, n'est pas fixé, rien du tout. Premier dessin dans l'escalier, le camp des Milles. Donc une ancienne briqueterie qui devient un camp de rétention à Aix-en-Provence. Le titre de cette pièce, c'est Les Milles en feu, qui évoque le dessin réalisé par Hans Bellmer, qui fut enfermé lui-même pendant la période 43-44 au sein du camp des Milles. Donc on a une représentation de cette briqueterie en flammes, avec ces colonnes de fumée qui nous accompagnent au fur et à mesure qu'on monte les escaliers. Quand on arrive à l'étage au-dessus, le salon Arlequin, on a une représentation du toit de la prison de Nancy, où on voit un toit complètement détuilé, où réapparaissent chevrons et autres matériaux représentant la charpente du toit. Et donc cette poudre qui vient glisser le long jusqu'au sol, jusqu'au bas du cadre, avec une sorte de délitement comme ça de la prison. On a un 3e dessin qui est une représentation de la grotte de la Luire qui a servi d'hôpital pendant une petite semaine en juillet 1944 dans le Vercors. Toujours en limaille de fer, mais cette fois-ci incrusté dans du verre. Donc c'est un dessin qui est réalisé avec une meuleuse avec laquelle je viens poncer du métal pendant quelques heures et produire des étincelles. Et ces étincelles sont en fait des grains de limaille de fer incandescente qui viennent, lorsque ça vient heurter le verre, s'incruster, s'attacher au verre. Donc on a des dessins en limaille de fer. Cette limaille de fer évoque une chose qui est commune dans l'imaginaire collectif de la question de l'évasion, c'est la poudre de fer qui est créée généralement quand on tente de limer les barreaux de sa cellule. On a cette production comme ça de ce matériau qui nous reste entre les doigts. Les dessins sont produits avec ce matériau-là qui devient donc matériau signifiant. Je suis revenu voir le château vers le dernier semestre de 2019 pour prévoir donc l'exposition. Je refais une visite pour visiter le château, voir les œuvres, voir le château en lui-même, l'histoire du château. Et dans la circulation, la personne qui m'accompagne pendant les visites attire mon attention sur un sol cassé et en une seule phrase me dit fort probablement que pendant l'occupation, le sol a été brisé par les nazis qui se sont installés dans le château. Nous sommes dans les anciennes cuisines. Il y a une cheminée. Cette cheminée, il fallait l'alimenter en bois. Ce bois était donc coupé à l'aide d'une hache, mais à l'intérieur de cette cuisine, la hache venant frapper le haut de la bûche, transférer toute la force sur le bas de la bûche qui, elle, vient écraser et éclater véritablement la pierre. Et on se retrouve avec un sol complètement fracassé, on peut le dire, disloqué, avec des petits bouts qui sont encore détachés. Et je me dis que simplement, cette petite parenthèse pourrait devenir un élément constitutif de ce que moi je viens raconter dans mon travail. Ce sol brisé sur lequel on marche et que l'on prête finalement peu d'attention, parce que l'on pense que c'est peut-être une usure classique, ou que sais-je, finalement elle vient faire écho à ce qui se passe avec le sucre dans l'escalier, de manière un petit peu insidieuse comme ça, des choses qui sont parfois même secrètes, qui viennent faire écho aussi avec cette table ici où on est dans un lieu où l'on veut conduire vers le secret de la conversation ou ce genre de choses-là. De la manière dont je pouvais m'inscrire dans le château d'Oiron, cela pouvait se passer aussi par ces petites histoires qui sont racontées
par ceux aussi qui font le château, c'est-à-dire l'équipe qui véritablement anime et tient le château et le redonne au public. Et en fait, tout mon travail est bien sûr imprégné de cette question de l'incarcération, de cette ambivalence voilà, entre liberté, enfermement, de ce moment aussi où l'on tente de parler, de se dire il faut se tenir debout, il faut se révolter, il faut dire non, il faut dire oui, ou même le non avec un point d'exclamation devient une affirmation, etc., etc. Tout mon travail est orienté autour de ce truc-là, le désir d'être libre et de savoir comment est-ce qu'on fait quand on ne l'est pas assez. Le titre de l'exposition, Nomen Nescio, qui donc en latin veut dire celui que l'on ne peut pas nommer, on pourrait même dire l'innommable, est une expression que j'ai retenue en visitant le camp du Struthof, Neisweiler Struthof, en Alsace, en fait qui ferait référence aux 2 N que l'on pouvait trouver inscrits dans le dos des résistants qui étaient enfermés dans ce camp. Donc NN, c'est NN de Nacht und Nebel, donc nuit et brouillard. Et en fait, le NN évoquerait aussi le fameux Nomen Nescio, qui est de dire que celui qui porte ces 2 N dans le dos ne mérite pas de nom. L'innommable. Voilà.